On commence peut-être par se présenter rapidement l'association. Donc, Vas-y, je te laisse commencer. Opinion sur rue, du coup, c'est une association qui promeut l'entretien épistémique et de manière plus générale les méthodes efficaces pour avoir des conversations productives, qui est basée en France, même s'il y a des membres de toute la francophonie. Et du coup, moi, je suis membre de l'association et je suis étudiant en philosophie et en histoire en train de boucler mon master. Et voilà, c'est pour l'ensemble de mes compétences. J'en ai pas des tonnes, mais ça devrait suffire. Merci. Donc moi, c'est Clairette. Je suis membre de l'association Opinion sur rue depuis quelques mois. C'est une asso qui dispense une formation gratuite que j'ai suivie et je pense qu'on vous en reparlera à la fin, qui permet d'apprendre à pratiquer l'entretien épistémique. Donc c'est une manière de dialoguer sans se taper dessus quand on n'est pas d'accord avec son partenaire. Et moi, pour le coup, moi je suis pas dans la recherche ou quoi, je suis juste sage-femme. Et j'ai un parcours de croyante, puisque avant j'étais catholique, très pratiquante, et je me suis déconvertie il y a 2 ans. Et donc j'ai découvert l'entretien épistémique après, et ça m'a aidé à comprendre, à mieux comprendre les mécanismes de croyance chez tout le monde, chez moi et chez tout le monde. Oui, une hérétique, je vois le chat, exactement. Je le revendique. Voilà. Alors du coup, on va pouvoir lancer la conférence. Normalement, j'imagine que vous savez, mais de ce que j'ai compris, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin en live, mais vous pouvez déjà les poser dans le chat. Et la conférence durera 1 heure et demie, je ne sais plus exactement. Mm. Et elle porte sur le sujet qu'est-ce qui rend les débats stériles, les raisons pour lesquelles les débats sont généralement inefficaces pour faire changer d'avis. C'est une conférence du coup que j'ai déjà présentée avec un autre membre d'association, son président. Et du coup, ce sera un plaisir de la présenter une deuxième fois pour vous. Alors, on peut commencer par présenter. Paf, paf. Ok. Voilà, technologie, tout ça. Du coup, on peut commencer par présenter un peu ce que serait un débat idéal. Donc, un débat idéal sur lequel tout le monde voudrait pratiquer, c'est un débat où c'est un affrontement d'idées, d'arguments. Et le but, c'est que de faire changer d'avis, donc que ce soit faire changer d'avis l'autre en général, mais aussi soi-même changer d'avis. Et le truc, c'est que ce débat idéal, malheureusement, on le rencontre pas très souvent. Nous allons faire une reconstitution historique. Voilà, bonjour Clairette. Salut Bob. Ouais, toi et moi, nous ne sommes pas d'accord sur le conflit israélo-palestinien. Euh, Moi, je trouve que la manière dont Israël traite les Palestiniens, c'est vraiment pas Jojo et c'est s'approche du génocide et c'est la raison pour laquelle je m'oppose à leurs agissements. Ah non, mais moi je suis pas d'accord avec toi. Israël, c'est leur terre, ils sont là depuis toujours. C'est Dieu qui leur a donné cette terre, donc c'est normal qu'ils agissent comme ils font. Je pense qu'ils ont toutes les raisons de le faire. C'est vrai que c'est un très bon argument. Je retire ce que j'ai dit. Et ben voilà, je t'ai convaincu. Donc voilà, très belle illustration. Bon, vous pouvez pas lever la main, mais faites-le voilà devant votre écran, vous aurez l'air bête. Avez-vous déjà vu quelqu'un changer d'avis comme ça? Non. Que ce soit un bon argument ou pas un bon argument, d'ailleurs, en général, sur des sujets tendus à ce point-là, euh, on ne va jamais renoncer à une opinion, à avoir une croyance bien établie pour si peu, et surtout pas dans d'aussi bonne volonté. Donc, le but de cette présentation, ça va être de comprendre pourquoi est-ce que ça n'arrive jamais, ce genre de situation, pourquoi est-ce qu'on ne change pas d'avis aussi facilement. Alors du coup, on va d'abord parler des émotions, parce que je pense que vous êtes assez conscient que quand on est en colère, on a tendance à ne pas vraiment changer d'avis. Du coup, on va
parler de ce problème et surtout de la solution, comment ne pas braquer l'autre. Et au-delà des émotions, on va ensuite aller un peu plus en généralité et en profondeur avec ce qu'on appelle le raisonnement motivé, c'est-à-dire la tendance à chercher des arguments qui confirment nos croyances préétablies et à rechigner à écouter ceux des autres. Et bon, évidemment, le raisonnement motivé, ça empêche de changer d'avis. On va s'intéresser aux causes, aux enjeux, pourquoi est-ce que ça existe. Et à l'inverse, on va essayer de vous expliquer comment favoriser la solution, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'humilité intellectuelle. Il y aura une troisième partie où là, on va plus toucher vraiment à ce que c'est à l'entretien épistémique, d'où le nom épistémique, donc épistémé du grec qui veut dire connaissance. Et l'idée, c'est que là, c'est ce qu'on a bien vu dans le premier exemple, c'est que si moi je parle de génocide et qu'en face on me dit oui, mais Dieu a donné une terre et ils ont des droits sur cette terre, c'est pas un argument qui va avoir une prise sur moi, et notamment ça va pas forcément avoir de prise parce que c'est pas le même genre d'argument du tout. Et du coup, pour la solution qu'on va vous proposer, c'est plutôt que de donner les arguments qui vous ont convaincu, on va s'adapter plutôt aux préférences épistémiques d'autrui. Donc voilà pour le plan de la soirée: émotion, raisonnement motivé et enfin désaccord épistémique. Vous allez voir, ça va être de plus en plus philosophique, je m'excuse par avance. Mais voilà, on va rester assez en surface, que ce soit assez compréhensif, même si on essaie d'être assez rigoureux sur les sources et les données scientifiques. Voilà, c'est pas des choses qu'on tire de notre chapeau, si ça peut vous rassurer. Voilà, passons maintenant aux émotions. Alors, les émotions qui nous empêchent de changer d'avis. Donc, c'est la première partie. L'affrontement, la frustration, la colère. Donc, la colère, vous savez, hein, on dit que dans Star Wars, c'est le côté obscur de la force. Quand on est dans un débat et que l'un des deux interlocuteurs se met en colère, ça va devenir impossible pour cette personne de changer d'avis. Pourquoi? Parce que la colère va induire ce qu'on appelle une période réfractaire, pendant laquelle on est incapable d'avoir un raisonnement, quoi que dise la personne en face, ça ne nous atteindra pas. Donc on peut avoir cette idée que ouais, j'ai mis l'autre en colère, trop bien, j'ai gagné le débat, je lui ai montré que c'est bon, je l'ai mis à terre, c'est moi qui gagne. C'est un petit peu ce que j'ai vu là, je sais pas si vous avez vu le débat de Divisio et Cassius Ledi et Amira Posta et Delaxia, je crois. Divisio est parti tellement il était vénère, quoi. Donc ça donne un peu cette idée, bah ok, les autres ont gagné, lui il s'est barré. Et en fait, notre opinion dans l'assaut, c'est que c'est pas le cas. Quand on met quelqu'un en colère, en fait, c'est pas comme ça qu'on gagne un débat. Donc on va essayer d'éviter de braquer la personne, parce que sinon on ne pourra pas l'aider à raisonner et à éventuellement changer son avis. Une personne qui est en colère, c'est mort. Et donc pour nous, la colère, c'est pas une victoire. Au contraire, c'est qu'on s'est trompé, on a raté quelque chose. Donc c'est vraiment un point qu'il faut essayer de changer. On essaye de changer de but. On va faire en sorte, dans un débat, de rester calme. Et si on met l'autre en colère, bah, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Donc nous, on va essayer de créer un état émotionnel qui est propice à la réflexion. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut éviter de se braquer entre personnes qui s'affrontent dans un débat? Et bah déjà, arrêter de s'affronter. Ça peut être un bon début. Voilà, donc ça veut dire que je vais pas me moquer de la personne en face, je vais pas lui faire des procès d'intention, vous savez, c'est ce qu'on appelle les hommes de paille, je vais pas la tourner en ridicule, je vais essayer de la laisser parler, la laisser terminer son propos, ne pas l'interrompre, et je vais éviter de la caricaturer, de donner des étiquettes négatives. Et puis, c'est inutile de chercher encore d'autres points de désaccord que déjà le débat qu'on est en train de mener. Ça sert à rien, on a déjà un point sur lequel on est en train de discuter. Donc c'est pas nécessaire d'aller encore plus loin et de creuser tous les autres points sur lesquels on serait pas d'accord. Donc ça c'est vraiment important.
Si vous respectez la personne en face, vous essayez de parler calmement, vous évitez de l'insulter, vous évitez de lui prêter des intentions qu'elle n'a pas, et ben ça va diminuer la colère et la frustration. Et on va avoir de meilleurs résultats dans un débat. Alors, les autres choses qu'on peut faire, si on veut éviter de braquer, montrer qu'on veut coopérer. Donc, ça veut dire qu'on essaye d'avoir nos buts qui vont aller dans le même sens. Voilà, c'est quoi mon but? En fait, j'ai envie de te comprendre. Je veux comprendre pourquoi tu penses ce que tu penses. Donc pour ça, on va écouter, on va reformuler ce que dit l'autre, on va montrer qu'on comprend, et on va rester sur nos mêmes buts. Je veux te comprendre, je veux savoir pourquoi tu penses ça, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et puis peut-être après, je te convaincrai que mon opinion est meilleure que la tienne, mais là tout de suite, non, je veux savoir comment t'en es arrivé à cette opinion-là. Et plutôt que de chercher les points de désaccord, on va chercher les points d'accord. Par exemple, si je discute avec un croyant, moi je suis athée, mais si je discute avec un croyant, je pense qu'on va tomber d'accord sur le fait qu'on veut que les êtres humains soient heureux. À mon avis, on a à peu près ces points d'accord-là. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes moyens pour y arriver, mais on a des buts qui sont communs. Donc ça va être ça va être de comprendre sur quoi on se rejoint, qu'est-ce qui fait qu'on peut être en phase l'un avec l'autre, même si on a des idées qui sont différentes. Voilà, donc retenez bien ça, là, c'est on va changer de but. J'essaye pas de mettre l'autre en colère, de le braquer, je veux le comprendre, je veux qu'on fasse une discussion qui soit apaisée. Maintenant, c'est pas miraculeux non plus et on peut braquer involontairement, alors que c'est pas ce qu'on souhaitait faire, mais c'est ce qui va se passer. Donc par exemple, lorsque l'identité est attaquée, donc ça peut être un point qui est pas simple, quand moi je discute avec des croyants, parce que souvent, et je suis bien placée pour le savoir, notre croyance fait partie de notre identité. Donc voilà, il va falloir user de diplomatie, faire attention aux mots qu'on emploie quand on discute de ça. Si nos buts entrent en conflit, donc il faut toujours faire en sorte que nos buts aillent dans le même sens. Si on a un jugement qu'on ne partage pas, sur lequel on s'affronte, c'est des choses qu'on va revoir dans la conférence un petit peu plus tard. Vous verrez, on va détailler tout ça plus tard. Donc changer de but, c'est important, mais ça suffit pas. Et je crois que, Tanguy, c'est à toi de reprendre. Voilà. Donc, Super. on a vu le problème des émotions et comment éviter de braquer en changeant de but, mais là, ce qu'on vient de toucher, c'est que ça suffit pas, et une des raisons principales pour lesquelles ça ne suffit pas, c'est les enjeux personnels et le raisonnement motivé. Donc il y a une image de château fort, et vous allez vite comprendre pourquoi. On a parlé avant du débat idéal. Là, on peut reprendre un peu la même méthode et nous dire, mais qu'est-ce qu'on chercherait pour avoir la meilleure vision du monde idéale? Eh bien, on se dirait, en toute logique, on va commencer par des arguments, des faits pertinents, et avec ces arguments, on va modifier notre vision du monde de la bonne manière. Bon, alors de la même manière que, que notre débat au préalable, ça n'arrive jamais, ça non plus, ça n'arrive quasiment jamais. En réalité, ce qui se passe, c'est on a le raisonnement motivé avec deux pans. D'abord, ce qu'on appelle le biais de confirmation. Donc, on part de la vision du monde, et ensuite on va aller piocher dans, vous savez, ce grand supermarché aux arguments qui est le monde, pour sélectionner ceux qui nous arrangent. C'est ce qu'on appelle un peu la cueillette des cerises, cherry picking en anglais. Et ensuite, on va utiliser ces arguments pour soutenir notre vision du monde, ce qui nous permet justement, vous vous rendez bien compte, de ne pas changer d'avis. Il y a encore une deuxième façon, c'est ce qu'on appelle le raisonnement circulaire, où là, on va carrément inventer des arguments, ou disons, plutôt que de les inventer, c'est des arguments qui ne sont crédibles et qui ne vont convaincre des gens que s'ils sont déjà d'accord avec nous. Donc il y a pas mal d'arguments pour l'existence de Dieu, enfin disons les plus simples et malheureusement les plus courants. Je pense que vous avez déjà entendu ça, mais par exemple, moi je crois au Dieu de la Bible parce que c'est écrit dans la Bible. Et pourquoi est-ce que la Bible est vraie?
Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Et pourquoi? Parce que c'est dans la Bible, etc. Donc il y a une circularité, et d'un point de vue extérieur, en fait, c'est pas un argument qui est utile pour changer la vie de quelqu'un d'autre, en fait. C'est uniquement une justification d'une vision du monde préétablie. Donc le problème, c'est qu'évidemment, ça, c'est pas une bonne manière de faire, même si ça arrive. Et dans une enquête judiciaire, par exemple, une enquête judiciaire biaisée, c'est typiquement une enquête où les policiers inventent des preuves ou les placent de manière malhonnête, sélectionnent des faits parmi tous ceux pertinents, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens condamnés malgré qu'ils soient innocents. Ou vice-versa d'ailleurs, hein, des gens qui sont blanchis alors même que les preuves elles auraient pu être accablantes. Donc nous, c'est plutôt ce qu'on va viser. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on vient de voir que dans une enquête judiciaire, on ne voudrait pas avoir ce genre de raisonnement. Mais pourquoi est-ce que pour nos propres croyances, on a tendance naturellement à le faire? Et c'est ce qu'on appelle le réflexe correcteur. Alors attends, ça, je ne sais plus qui est censé en parler, pardon. C'est moi. Alors je te laisse, j'ai eu un doute. T'inquiète. Donc le réflexe correcteur en psychologie, ça va être de l'autodéfense de l'esprit. Donc pourquoi? Parce que quand on vous apporte une vision du monde, enfin des arguments qui correspondent pas à votre vision du monde, ça va créer la dissonance cognitive dont je pense tout le monde a sans doute déjà entendu parler ici. La dissonance cognitive, il y a un décalage entre ce qu'on vous dit et ce que vous croyez vous, sur la façon dont la vision du monde que vous avez, et ça crée un mal-être qui peut être vraiment profond. Donc on va rejeter les informations qu'on vous apporte. C'est la réactance, voilà, c'est le système immunitaire des idées. Il y a un mécanisme de défense psychologique qui se met en place. Ce qu'on vous apporte ne colle pas avec ce que vous pensez savoir, donc vous rejetez tout en bloc. Et ça va même avoir l'effet de renforcer vos croyances, en fait, dans le sens opposé. Donc ça veut dire que voilà, on va ignorer ce que dit l'autre pour préserver sa propre vision du monde parce qu'elle nous convient et qu'on ne veut pas en changer, que c'est trop douloureux d'imaginer qu'on puisse en changer. Effectivement, c'est la cause des débats. Donc, on a identifié 7 causes du raisonnement motivé. Peut-être il y en a d'autres, hein, mais nous, c'est celles qu'on a trouvées, donc qui sont sur le slide. Alors la cohérence de mes croyances, donc ce que je crois se tient, tout est cohérent, tout va bien. Si jamais on enlève un truc, si on rajoute un truc, ça va se casser la figure, donc je veux défendre cette cohérence. Ma vision du monde rassurante. Par exemple, penser qu'il y a une vie après la mort, c'est rassurant pour la majorité des êtres humains, et donc se dire que peut-être c'est pas le cas, ça va être beaucoup trop compliqué à envisager. Mon ego, pour pas avoir honte, parce que reconnaître qu'on s'est trompé, et changer d'avis, c'est difficile, il faut une grande humilité pour ça. Mon autonomie intellectuelle, ça veut dire, en fait, j'ai pas envie que toi, tu viennes m'apprendre, la vérité, m'apprendre des choses. Moi, je veux me débrouiller toute seule et je veux savoir par moi-même. Donc ce que tu me dis ne va pas m'intéresser. Mon allégeance à un groupe, voilà, vous faites partie d'un groupe professionnel, tout le monde a cette pratique-là et là, on vous apprend que ce que vous faites comme boulot, en fait, ça fonctionne pas, ça marche pas, c'est compliqué. Enfin, vous êtes dans ce groupe-là, donc vous allez faire quoi si vous quittez, ce boulot? Voilà. Et puis ma motivation à vivre parce que, les croyances qu'on a, font que ça donne du sens à notre vie, on se sent bien, on est heureux, donc si on les quitte, qu'est-ce qu'on fait? Et mes moyens de subsistance, c'est un peu l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, peut-être que, les croyances que vous avez sont liées à un travail que vous faites. Si vous avez plus ces croyances, vous perdez ce travail et comment vous allez vivre? Donc il y a plein de raisons, vous voyez, qui font qu'on va avoir, ce raisonnement motivé et que on va vraiment être en dissonance, on va rejeter, les raisons, les opinions, les arguments qu'on va nous donner en face. Donc comment faire? Voilà, les 7 solutions qu'on a trouvées pour mener l'entretien épistémique et pouvoir discuter sereinement avec la personne en face. Alors, déjà, on va chercher sincèrement à comprendre l'autre. M'assurer que je le comprends, par exemple par des reformulations successives. OK? Donc la personne me dit ça, pourquoi elle me dit ça? Tu peux m'expliquer, qu'est-ce qui est important pour toi? Comment tu en es arrivé à ça? Et vraiment, on va vouloir se mettre à sa place.
et pas tout de suite penser que ce qu'il dit, c'est stupide. On va essayer de comprendre vraiment d'où vient son opinion, pourquoi il croit ça. Et ça peut désamorcer une partie des craintes de la personne qui est en face. Et en plus, ça crée un cercle vertueux, parce qu'après, l'autre, voyant dans quelle bonne disposition vous êtes, et ben, lui aussi, il va avoir envie de faire pareil avec vous. Donc on va avoir une discussion qui sera beaucoup plus fructueuse des deux côtés. La deuxième chose, ça va être créer un cadre sécurisant. Donc ça vient de travaux en psychologie sociale, hein. On sait que les comportements qu'on a sont fortement déterminés par le contexte. Et donc les gens se comportent différemment selon les contextes. Donc nous, on va essayer d'amener un contexte qui est positif et qui va aider la personne à se comporter le mieux possible. C'est la sécurité psychologique. Ok. Et ça va permettre à l'autre de pouvoir dire tout ce qu'il a envie de dire sans avoir peur de se tromper, sans avoir peur d'être jugé, parce qu'il sait qu'il est dans un espace de parole qui est safe et où c'est ok, on va pas se moquer de lui, on accepte, on écoute, on est ok avec tout ce qu'il va pouvoir nous dire. Donc ça, c'est vraiment important. Et ça va permettre à la personne en face, peut-être d'admettre que là, oui, elle sait pas, là, elle s'est trompée. Et pour pouvoir reconnaître ça, on a besoin d'un cadre sécurisant et d'une relation de confiance et d'un respect entre les deux protagonistes. Voilà. Après, alors on va encore plus loin, en construisant un partenariat avec l'interlocuteur. Donc les petits exemples hyper simples, au lieu de dire: «Toi tu penses ça, mais comment tu peux dire ça? Mais, tu es sûr que ta ta ta», on va employer le «nous». En fait, on va se mettre ensemble pour arriver à se comprendre. Donc on n'est plus, dans un affrontement «je tue», c'est «nous». Et ça a l'air, facile comme ça, mais je vous assure que c'est une habitude de langage qui est très complexe. Enfin, c'est pas du tout un truc habituel. Il faut vraiment, se faire violence pour arriver à le faire et c'est pareil pour, le «mais» qu'on remplace par le «est». C'est vraiment pas si simple. C'est hyper souvent dans un dialogue, une discussion, un débat que: «Oui, tu dis ça, mais comment tu peux dire ça? Tu dis ça, mais est-ce que tu as pensé à ça?» Et en fait, il faut essayer de bannir ce mot. C'est comme ça qu'on va construire le partenariat, c'est juste en réfléchissant au vocabulaire qu'on utilise et en faisant des petites transformations comme ça, ça change beaucoup de choses en fait. Donc on va aligner nos buts comme ça, en travaillant ensemble, le nous, le est, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réfléchir à ce sujet, on va vraiment être ensemble. Et l'homme de fer, en fait, c'est construire la version la plus solide de l'argument de la personne en face. Et on voit où ça nous mène. Parce que notre but commun, c'est de comprendre l'autre. Et donc on va l'aider dans son raisonnement à ce qu'il ait des super arguments de son côté. Et vous allez voir que ça donne une super collaboration. C'est beaucoup plus intéressant de faire des hommes de fer que des hommes de paille. On va aller vraiment beaucoup plus en profondeur. Et la personne en face, ça la met dans des bonnes dispositions, quoi. On essaye de comprendre son meilleur argument. C'est vraiment, on est encore une fois dans le cercle vertueux. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment nos buts, nos points d'accord, nos valeurs communes. On reste dans la collaboration à fond. Voilà, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, on n'est pas dans deux camps opposés, on est dans le même camp et on veut se comprendre. Donc ça sert à rien, du coup, d'attaquer l'autre, d'essayer de le braquer. C'est vraiment l'inverse qu'on fait quand on mène des entretiens épistémiques. Alors la quatrième chose, voilà, c'est dissocier la personne de sa croyance. Et c'est pas facile. Faut bien choisir ses mots. Faut vraiment être diplomate. Il faut mettre de la distance entre l'individu et l'opinion défendue. Donc vous voyez, on retrouve les mêmes points qu'on a vus tout à l'heure. On va pas employer le tu, on va employer le nous ou le on. Au lieu de dire tu as tort, comment on pourrait savoir que ce que tu crois c'est vrai. Euh, et, euh, et du coup, ça va moins braquer la personne, en fait. Si on arrive à faire comme ça cette séparation entre la personne et sa croyance, le dialogue va être plus fluide et plus facile. On va vraiment, encore une fois, on est ensemble pour réfléchir
à la question qu'il y a dans le débat, aux croyances qu'on remet en question. Voilà. Le 5e Alors, point, ouais, ça c'est à toi, Tanguy? ouais, je vais m'en occuper. Ah, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Vous voyez, il y a des plus, des moins, c'est la science, c'est tout ça, donc c'est moi qui fais. Non, c'est pas vrai. Donc, comme, comme on l'a, comme on l'a déjà un peu présenté, euh, vous êtes bien rendu compte que tout cet aspect de réactance comme système immunitaire des croyances, c'est pas pour rien, c'est parce que on essaie vraiment de protéger des choses importantes pour la personne et c'est pas juste des mots en l'air. Du coup, pouvoir assurer sa subsistance ou avoir envie de vivre ou juste se sentir bien, faire partie d'un groupe, c'est des choses qui sont naturelles pour les humains. Et il faut avoir aussi des... Enfin, il faut en tenir compte. Faut pas juste essayer de passer dessus avec un bulldozer. Et en changeant aussi votre attitude par rapport à ça, c'est toutes les techniques qu'on vous a données plus tôt, elles vont devenir aussi beaucoup plus naturelles. C'est, on se fait beaucoup violence à utiliser ces techniques-là quand on a l'impression que on n'y croit pas vraiment. Mais si vous vous mettez à vraiment y croire et vraiment à vraiment vouloir avoir un cadre psychologique sécurisant, à vraiment vouloir comprendre l'autre, vous allez voir que tout ça devient très facile. Maintenant, on va passer disons, à la solution, un autre type de solution où là, on essaie plutôt de s'intéresser à changer la manière dont la personne va fonctionner à ses habitudes. Parce que la personne peut commencer par avoir de la réactance. Ça, des fois, on peut rien y faire. Vous savez, si je commence à vous sortir un argument contre ou pour l'existence de Dieu, quelles que soient vos croyances, vous allez automatiquement ressentir un peu de réactance. Et on s'est rendu compte avec des études que quand on demandait après cette génération initiale de réactance à des gens de parler de leurs convictions morales, de les défendre, on se s'est rendu compte que après, quand ils devaient se remettre à discuter de ce sujet ou juste remplir des questionnaires d'humilité intellectuelle, eh ben, ils étaient beaucoup plus humbles intellectuellement, ils étaient beaucoup plus ouverts à l'idée qu'ils pouvaient se tromper. Et à l'inverse, quand on leur demandait de ne pas faire ça, de faire l'inverse, ben, ils étaient beaucoup moins humbles. Et ça rejoint un peu cette idée de sécurité psychologique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit directement que ça augmente l'humilité. Et l'humilité intellectuelle, ça a un impact très concret, parce que d'autres chercheurs se sont rendus compte, par exemple, qu'il y a un lien entre une humilité intellectuelle plus élevée et des comportements qui sont plus rationnels, on va dire, ou disons plus désirables. Par exemple, ils se sont rendus compte que que l'humilité, ça expliquait à peu près pour 22-23% du temps pourquoi les gens avaient une certaine croyance. Donc, là, c'était pendant le Covid, donc le masque est efficace et les gens comprenaient pourquoi le masque était efficace parce que ça protégeait autrui. Et on se rendait compte qu'ensuite, ces croyances avaient un effet sur le comportement. Ça semble un peu trivial dit comme ça, mais on sait scientifiquement que on peut rendre les gens plus humbles intellectuellement et que ensuite ça peut changer leurs croyances et leur comportement. Et pour faire ça, on se répète un peu, mais il faut vraiment que ça rentre. Il faut montrer l'exemple. Si votre interlocuteur donne des bons arguments, mais dites-le. Surtout si c'est des arguments qui vont pas dans votre sens. Si vous-même vous commencez à changer d'avis, mais dites-le déjà, et puis exprimez que c'est une bonne chose. Vous pouvez même aller un peu plus loin et faire du changement d'avis une vertu. Vous pouvez valoriser l'honnêteté intellectuelle de votre interlocuteur ou interlocutrice. S'il dit quelque chose qui ne va pas dans le sens de sa thèse, soulignez-le et dites que c'est bien. Et là, c'est une technique un peu plus avancée, c'est un peu plus risqué. Mais on vous a dit plutôt qu'il fallait essayer de dissocier la personne de sa croyance ou de son appartenance. Mais vous pouvez faire l'inverse, plutôt détecter les gens, de leur associer des stéréotypes. Vous pouvez faire l'inverse, c'est de leur donner des stéréotypes positifs. Vous pouvez dire, je sais pas, toi, t'es quelqu'un qui fait toujours attention aux arguments, qui est toujours prêt à changer d'avis. Alors, enfin, faut que ce soit un peu basé sur des faits. Faut pas juste raconter n'importe quoi, sinon les gens vont pas vous croire et vont penser que vous vous moquez de vous. Mais vous pouvez associer des comportements vertueux comme l'humilité intellectuelle à l'identité de votre interlocuteur. Et il va avoir tendance à s'y conformer. Donc là, voilà, vous voyez, c'est tous des outils et des habitudes qui sont à double tranchant. Vous pouvez les retourner justement au service d'un meilleur but, comme collaborer pour atteindre la vérité. Et enfin, avant-dernier élément, éviter le biais de confirmation.
Alors là, on a un peu deux grandes techniques. Alors ça, c'est plutôt des techniques argumentatives. Donc là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Là, c'était pour construire le contexte. Et ce qu'on appelle d'abord l'outsider test, c'est, par exemple, plutôt que de dire à quelqu'un, mais ton argument, il prouve pas du tout qu'Allah existe et papa, vous développez, vous déroulez les raisons. Dites plutôt, ben, j'ai déjà parlé avec un hindou ou quelqu'un qui croit au brahman, qui m'a donné exactement le même argument. Et là, l'avantage, c'est que plutôt que ce soit vous l'ennemi, déjà vous êtes dans une collaboration contre ce satané hindou. Non, c'est pas vrai, mais ça change un peu. Disons qu'il y a la réactance, il n'y a pas de réactance qui est dirigée contre vous. Et puis, l'autre avantage, c'est que du coup, vous allez collaborer pour pour réfléchir à la solidité de l'argument, et votre interlocuteur ou interlocutrice va aussi essayer de mettre à défaut son propre argument ou de réfléchir à qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui serait différent et comment le renforcer. Et du coup, c'est plutôt positif. Et une autre chose que vous pouvez faire, c'est plutôt que de dire ah ouais, prouve-le, donne-moi des preuves qui vont dans ton sens, vous faites l'inverse. Vous demandez ah ouais, je comprends bien pourquoi tu crois à là, mais quelle nouvelle information tu pourrais apprendre ou recevoir? Quelle expérience de vie tu pourrais vivre et qui pourrait te faire changer d'avis? Et des fois, les gens vous disent ah jamais, rien, mais bon, ça arrive pas si souvent. En général, quand vous faites ça, en fait, vous demandez de générer des conditions de réfutabilité. Alors c'est une formulation un peu compliquée, mais en gros, plutôt que de demander aux gens à chaque fois de prouver tout ce qu'ils disent, ils vont plutôt essayer de réfléchir eux-mêmes aux défauts, ce qui est de leurs arguments, ce qui est plutôt une bonne habitude. Et ça, c'est des manières très, on va dire, douces et respectueuses de faire ce genre d'amélioration. Mais bon, voilà, ça c'est plein de techniques. Vous vous rendez compte qu'à la fin de chaque section, on met un petit pancarte attention. Celui-là, c'est pour vous avertir que malgré tout, changer d'avis prend du temps. Évidemment, déjà, il faut prendre le temps de réfléchir. Changer d'avis, c'est pas évident. Et même pendant la conversation, alors moi, là, je parle de manière ininterrompue parce que c'est une présentation, mais si j'avais une discussion, un dialogue avec vous, je laisserais des silences de réflexion. Je vous laisse réfléchir. Et moi-même, je me laisse du temps, du silence de réflexion. Ce qui souvent arrive pas en débat. Il y a beaucoup de gens qui essayent de remplir tous les petits espaces vides pour matraquer le plus d'arguments possible en moins de temps possible. Faites pas ça. Et même chose sur le long terme. Même si vous donnez un très bon argument et que la personne, elle va au final réfléchir et se remettre en question, réfléchir, ça prend du temps, ça prend des semaines. Et vous avez jamais vu quelqu'un changer d'avis d'un seul coup. C'est aussi ça qui était un peu ridicule dans l'exemple qu'on a donné tout en introduction sur le débat Israël-Palestine. Personne change d'avis en 10 secondes chrono. Donc voilà. Laissez le temps aux gens de réfléchir, et laissez-vous aussi le temps de réfléchir. C'est une bonne habitude à prendre. Et du coup, on va pouvoir passer à la dernière section de cette présentation sur les préférences épistémiques. Alors, les préférences épistémiques, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de comprendre pourquoi l'autre croit ce qu'il croit, c'est-à-dire sur quoi il se base pour édifier ses connaissances. Et vous allez voir qu'on en a identifié, alors là je crois qu'on en a mis que 6, en fait on pourrait en trouver un petit peu plus, 6 épistémologies différentes, donc c'est-à-dire que il y a plein de façons de mettre nos connaissances dans notre tête. Alors, on va par exemple parler du climat, parce que ça clive peut-être moins que les religions. Donc là, elles sont toutes notées sur la slide. Donc, l'expérience personnelle. Voilà, bah moi j'ai vécu ça. Alors, typiquement pour le climat, donc là, on est plutôt sur des arguments de personnes qui pensent pas que le réchauffement climatique existe. Donc, moi, je constate que les étés sont hyper pluvieux, de plus en plus pluvieux. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait de réchauffement. Donc ça, c'est mon expérience personnelle. Ok. L'intuition. Donc l'intuition, c'est un espèce de... on essaye de décrire la réalité, on essaye de deviner, et ça a valeur de vérité pour la personne qui a cette intuition. Donc j'estime qu'il fera jamais plus chaud que 45 degrés, je le sens, je sens que c'est comme ça me parle, voilà.
La morale. Donc la morale, c'est une épistémologie voilà, qui est bien particulière, où on va raisonner en termes de bien, de mal. Donc par exemple, il faut laisser faire la nature, il ne faut pas intervenir, ça c'est une morale. Le quantitatif, donc là on va se baser sur des données chiffrées. Depuis 10 ans, je regarde mon thermomètre le 21 juin et je vois que ça n'augmente pas. Donc voilà. La source externe. Donc la source externe, ça peut être n'importe quelle source. Ça peut être aussi bien une méta-analyse sur un sujet que votre grand-mère ou peu importe quoi. Mais en tout cas, c'est une source externe qui vous a donné une info à laquelle, et puis vous allez faire confiance à cette source. Donc par exemple ici, réinformons.org, c'est une source fiable qui nie l'origine humaine du réchauffement. Et puis la dernière épistémologie, la déduction. Puisque A donc B, puisque B donc C. Donc là, d'après Wiki, le climat varie selon des cycles de 26 000 ans. Je crois que le cycle actuel a commencé il y a 11 000 ans, donc le climat se réchauffe parce qu'on est encore en phase ascendante. Voilà. Donc c'est pourquoi je crois ce que je crois, qu'est-ce que j'utilise comme moyen pour mettre les connaissances dans ma tête. Et vous voyez qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc là, on en a décrit 6. Et je vous ai dit, on pourrait presque en trouver d'autres, mais c'est intéressant d'identifier quand quelqu'un vous parle, c'est quoi son épistémologie. Et vous allez voir qu'on peut faire le même exercice avec des arguments inverses. Donc si on essaye de soutenir qu'il y a un réchauffement climatique, la perception, moi j'ai trop chaud, voilà, il fait chaud, je sens que j'ai chaud. Donc c'est ok, très bien. L'expérience personnelle, donc inverse de celle de la personne d'avant, moi je vois que tous les étés c'est de plus en plus difficile. Ok. L'intuition, voilà, je sens quelque chose, il me semble que ça a une valeur de vérité pour moi. Il fait de plus en plus sec, je le sens comme ça. Quantitative. Donc là, par exemple, on a des centaines de milliers de données sur plus de 10 000 ans sur le climat. Donc là, on sort plus des données chiffrées anciennes. Confiance en une source. Donc tout à l'heure, on avait réinformons.org et là, c'est le GIEC. Le GIEC est la meilleure source sur le sujet. Ok, mais en tout cas, il y a toujours cette idée de je vais me référer à quelqu'un d'autre parce que moi, je sais pas. Et la déduction, toutes les activités humaines émettent du CO2. La quantité d'activité dépend de la population. Il faut contrôler les naissances. Voilà, donc là, en plus, on a plusieurs épistémologies en une. Là, on a presque de la morale qu'on a ajouté dans la déduction, vous voyez. Donc ça montre aussi que les gens souvent mélangent un petit peu différentes épistémologies. On peut avoir autant de la morale que de l'intuition, que de l'expérience personnelle, et il faut arriver à comprendre c'est quoi les épistémologies utilisées par la personne en face. Parce que c'est ce qu'on va voir après, si je ne me trompe pas. Si vous donnez un argument avec une épistémologie et que l'autre il vous répond sur une épistémologie qui n'a rien à voir, en fait vous allez faire un dialogue de sourds et ça va jamais marcher. Donc il faut agir pour réduire le réchauffement parce que c'est bien, argument moral. Oui mais non parce que moi je sens qu'il fera jamais plus chaud 45 degrés. La personne elle est sur une intuition, ça n'a rien à voir. Non mais attends, mais ça marche pas comme ça, va regarder ce que dit le GIEC, on est sur la source externe. Et puis à la fin, vous voyez, on a un petit melting pot. Tous les ans, depuis 10 ans, je regarde mon thermomètre le 21 juin et je ne vois pas de tendance, c'est de l'expérience personnelle. Ton GIEC, ça marche pas, voilà, parce que moi je vois qu'il y a ça. Donc, du coup, si la personne, vous constatez que son épistémologie principale, c'est l'intuition, en fait, il va falloir rester là-dessus. Si vous lui répondez à coup de morale, vous n'allez pas vous comprendre. Donc c'est intéressant et essentiel d'arriver à comprendre c'est quoi l'épistémologie de la personne en face, ou les épistémologies, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mais en tout cas de rester sur le même plan pour pouvoir se comprendre et dialoguer. Parce que sinon, voilà, c'est dialogue de sourds, on parle pas du tout des mêmes trucs et on va jamais réussir à tomber d'accord ou à se comprendre, même juste à se comprendre. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, on va essayer de prendre en compte les épistémologies. On a tous des préférences épistémologiques. Là, vous voyez sur le petit diagramme, je crois que en orange, c'est toi, Bognum, et moi, je suis en bleu, C'est il me possible. semble. Ouais, ouais, parce que j'ai refait le slide avec Jason et je me suis mise dessus. Donc moi, vous voyez que la morale, c'est pas du tout une épistémologie qui va m'intéresser, je m'en fous.
Par contre, je suis assez sensible aux sources et aux expériences personnelles. Voilà, c'est des choses qui me parlent beaucoup plus. Et donc toi, Bognum, tu vas être Ouais, sensible à la typiquement déduction. l'expérience personnelle, ça m'importe Pas moins. trop. Ouais. Mais par contre, pour pas mal de choses, l'intuition, ou disons ouais, les intuitions un peu fondamentales, naturelles des humains, j'y accorde Mm. pas mal d'importance. Après, pas pour des sujets comme le climat, mais mais mais, mais voilà. Et les sources aussi, j'ai tendance à disons plus regarder sur le temps long plutôt qu'une source en particulier. Parce que Mm. j'ai tendance à voir aussi des fois que les sources peuvent être contradictoires ou c'est difficile, Mm. disons, en moi-même de déterminer quelle est la bonne source. Du coup, je dois faire confiance à beaucoup de gens successivement pour savoir, qui vaut vraiment la peine, d'être écouté. Donc vous voyez, Donc, là, on a des préférences différentes et typiquement si, et ben, Clairette me donne des arguments basés sur l'expérience personnelle et que je lui rétorque, avec un argument, basé, sur, l'intuition ou la morale, on va vraiment pas ça va pas être très efficace et j'ai meilleure tendance à plutôt me concentrer sur ses préférences à elle. Si mon but, c'est d'essayer de voir comment elle réfléchit et comment elle pourrait changer d'avis, bah, du coup, je suis obligé de me calquer là-dessus. Ou alors je peux essayer d'aller encore plus profondément et d'essayer de discuter de est-ce que l'expérience personnelle est une bonne épistémologie? Mais vous voyez on est allé, à un autre plan du débat en faisant ça, hem et on n'est plus en train de discuter du climat. Mais ça peut être bien de déplacer le sujet du débat, mais faut le faire, mm. consciemment quoi et pas juste partir du principe que l'autre, va elle se trompe, sur le fait que l'expérience personnelle, c'est pertinent. Mm. Donc voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. Mhm. Hem, du coup, comme à notre habitude, on va terminer par une magnifique mise en garde. Bon, évidemment, on n'a couvert qu'une partie, du sujet. Vous vous rendez bien compte que tous les débats se passent pas nécessairement mal, et qu'en fait, beaucoup de débats qui se passent bien ont tendance à appliquer un peu les principes qu'on vous a décrits. Si vous avez des super débats avec, des amis, c'est probablement parce qu'il y a de la sécurité psychologique, par exemple, ou si vous avez un débat très intéressant malgré qu'il était houleux avec un inconnu, bah, c'est peut-être parce que malgré qu'il soit houleux, vous vous êtes écouté parmi, vous vous êtes répondu de manière pertinente et vous avez essayé de vous adapter aux arguments de l'autre, et cetera. Hem, du coup, nous, ce qu'on voudrait vous défendre, c'est un peu le but de toute cette présentation, en vous ayant parlé, du problème d'abord des émotions, puis de la réactance et de la motivation, enfin la réactance et enfin des préférences épistémologiques, c'est de synthétiser un peu toutes ces techniques, comme alternative au débat. Hem, du coup, ça s'appelle l'entretien épistémique, c'est le nom. Et du coup, les principes de base, c'est que, ben, c'est ce qu'on a dit, énerver son interlocuteur, c'est une défaite. On va réfléchir de manière sur un plan de coopération. On cherche ensemble la vérité. Voilà, c'est la vérité qui nous importe. On n'est pas là pour se battre. Et puis on écoute sincèrement. On, on écoute ce que l'autre dit. On n'est pas en train de réfléchir à ses contre-arguments pendant que l'autre parle. On prend le temps vraiment d'essayer de comprendre, de clarifier ce que l'autre dit. On encourage l'honnêteté intellectuelle, on essaie de montrer l'exemple, là aussi. Mais si on recherche ensemble la vérité, alors forcément il faut encourager et comme on l'a dit, ça, il faut le faire explicitement. Vous pouvez pas juste, partir du principe que vous encouragez l'honnêteté intellectuelle, donc l'autre va le faire ou vice versa. Faites-le explicitement, c'est comme ça que ça marche bien. On essaie d'éviter le biais de confirmation autant que possible. On vous a donné pas mal de petites techniques pour, essayer de pas activer sur le champ le système immunitaire de l'autre, parce que pas qu'il fasse des réactions allergiques à chaque fois que vous donnez un argument qui pourrait titiller un peu ses croyances. Donc voilà, on a ce genre de techniques pour, éviter d'avoir des réactions allergiques. Comme on a dit, on prend du temps. On prend, son temps pour réfléchir, laisser les gens réfléchir
pas obligé de faire un débat de 2 heures avec quelqu'un sur Dieu. C'est un débat de 15 minutes, ça suffit déjà et puis voyez-vous la semaine d'après ou un mois plus tard. Vous vous rendrez compte que ça marche tout aussi bien, voire ça marche, carrément mieux. Et enfin, pourquoi ça s'appelle entretien épistémique? Parce que du coup, on se focalise, dans cette alternative-là, sur l'épistémologie qui est importante pour notre interlocuteur. Plutôt que, de proposer des arguments et des principes épistémologiques qui nous plaisent à nous. Voilà, on essaie de s'adapter. Alors, pour aller plus loin, le mot entretien épistémique, c'est un concept qui a été inventé par Peter Boghossian, qui est un spécialiste de la pédagogie socratique, entre autres choses plus ou moins recommandables, parce il fait un peu d'autres choses de nos jours. Mais du coup, là, le livre de référence, c'est How to Have Impossible Conversations, et il est assez factuel. Aussi sur l'entretien motivationnel, il y a ce livre-ci que j'ai pas lu, The Scout Mindset, Julia Galef, qui est vraiment assez grand public et très orienté rationalité. Difficult Conversations, que j'ai pas lu non plus, et The Writer's Mind, qui explique comment fonctionne la morale par un auteur assez réputé qui écrit assez bien, Jonathan Haidt. Tous les titres qui sont en anglais sont pas traduits par contre, malheureusement. Et enfin, un livre de référence sur, la sécurité psychologique. Bon, vous avez déjà cité l'auteur, plutôt Edmondson là, c'est sur l'entreprise sereine. Donc c'est un peu plutôt orienté, pour les entreprises, mais, c'est des conseils qui sont applicables un peu partout. Voilà un peu pour la bibliographie. Donc, merci beaucoup pour votre, attention. Et merci beaucoup à vous, Bognum et Clairette, pour votre magnifique présentation introduction à l'entretien épistémique. Je rappelle, cher public, 2 invités font partie de l'association Opinion sur eux. N'hésitez pas à aller regarder leur réseau et je vous dis à la prochaine.